La chose que j'ai vraiment appris et que je m'efforce d'appliquer au maximum, c'est que done is better than perfect. C'est-à-dire que faire une action, c'est toujours mieux que de un petit peu la retarder pour qu'elle soit parfaite. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Pierre. Salut! Salut, comment vas-tu? Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast. Merci à toi. Nous sommes très honorés de t'avoir et de pouvoir discuter avec toi sur ce que t'as pu réaliser jusqu'ici. On commence un peu avec une idée, une question un peu décalée. Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même pendant cette période de pandémie de Covid? Ouais, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même pendant cette période de pandémie? Bah écoute, je me suis un petit peu retrouvé avec moi-même. J'ai effectué un peu des tâches de fond, c'est-à-dire que moi je suis pas forcément un grand fan de lire des livres, mais j'ai profité vraiment de cette période pour approfondir certains sujets, et notamment deux qui me tenaient particulièrement à cœur, où je voulais vraiment monter en compétences. C'était la compréhension de l'espace de manière générale et sa vulgarisation. J'en ai fait derrière une petite newsletter pendant ce Covid. Et comprendre le vin. J'en avais un petit peu marre de choisir mes bouteilles de vin juste en fonction du prix dans les supermarchés. Donc voilà, j'ai vraiment pris ce temps-là pour me réfléchir un peu sur des problématiques techniques un petit peu et les vulgariser. Et derrière aussi permettre de me poser sur moi-même et de comprendre ce que je voulais faire plus tard, quoi. Ça rejoint un peu une dynamique, je pense, d'ensemble de la population qui était un peu dans une quête du coup de ralentissement, de compréhension et d'aller un peu plus loin que un peu les œillères qu'on avait un peu tous, je pense, en termes de société, de communauté de manière générale. Si on se remet au début, au tout début pour toi, comment se passe ton enfance et dans quel endroit? Alors moi j'ai grandi, je suis né à Paris et j'ai grandi à Boulogne-Billancourt. J'ai effectué pratiquement toute ma scolarité jusqu'au bac à Boulogne, dans des lycées très sympas, mais assez exigeants, on va dire. Donc j'ai tout de suite été dans un bain assez exigeant d'un point de vue scolaire. Et ensuite je suis parti en prépa. J'avais pas trop le niveau pour faire une prépa full maths sup, maths spé, et j'avais pas non plus le profil. Et du coup, j'ai fait une prépa qui s'appelle une prépa PTSI et PT. Donc c'est une prépa qui est plus tournée vers la science de l'ingénieur et un petit peu des aspects, on va dire, pratiques de l'application des différents principes physiques, mathématiques et de l'ingénierie. Et ça, pour le coup, je l'ai fait en internat à Rueil-Malmaison, au lycée Passy-Buzenval. D'accord. Donc ça, c'était une très belle expérience parce que franchement, l'internat, je le recommande à beaucoup, surtout quand on est dans une bulle où on doit vraiment bosser et être à fond, quoi. Du coup, on pourrait quand même dire que t'es un titi parisien, voir. Tu parles d'une expérience qui est quand on l'a fait, souvent on est content de l'avoir fait, mais on n'a pas trop envie de la refaire, ce qui est la prépa dans son rythme, dans son intensité. Tu parles de l'avoir fait en internat, qui est aussi le cas d'un bon nombre de personnes. Comment se passe cette expérience de la prépa? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui voulaient qui justement, à qui on tenait ce fameux discours de va en prépa, t'auras le temps de réfléchir à ce que tu veux faire? Ou t'avais une idée plutôt structurée, que c'était juste une étape dans ton chemin? Non, c'est à la fois une expérience incroyable qui m'a apporté, je pense, énormément sur vraiment l'aspect organisationnel de ma vie. Ça a vraiment complètement changé. Après, sur le day-to-day, c'était compliqué à gérer. J'ai pas forcément passé les 2 meilleures années de ma vie. En fait, pour le coup, c'est vraiment reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que pendant 2 ans, t'es à fond dans la prépa, tu prends des claques, t'as envie d'arrêter toutes les 2 semaines, mais si tu lâches pas, à la fin d'avoir l'école que tu souhaites,
d'être beaucoup plus organisé, d'être capable de gérer une charge de travail énorme. Et ben en fait, tous les jours, tu dis putain, mais heureusement que j'ai fait ma prépa, ça m'a appris énormément de choses et je suis trop content de l'avoir fait. Donc là-dessus, après, à l'intérieur de la prépa, justement, c'est pour ça que c'est important d'être dans une bulle parce que il faut se rendre compte que c'est un moment passager. C'est quand même un système qui existe qu'en France, la prépa. Il y a très peu de pays qui appliquent ce système-là. Donc il faut se dire, voilà, on se met dans notre bulle. Le moyen le plus simple pour atteindre les plus grandes écoles d'ingénieurs, c'est la prépa, mais c'est pas le seul. Donc si on n'a pas un profil prépa, on peut aussi aller à l'université et passer les concours et rentrer comme il faut dans les écoles. C'est mon cas, je suis passé par la fac et je fais le concours parallèle par voie universitaire. Tu parles d'avoir, pour fermer cette parenthèse de la prépa, d'avoir pris des claques. J'ai interviewé récemment Majdi, qui était au lieu en prépa à Louis-le-Grand. Il a dit que il s'est pris des claques et il a très vite appris en prépa que quantité de travail ne voulait pas forcément quantité de résultats sur le moment et que ça prenait du temps. Est-ce que t'as eu aussi ce genre de réalisation quand on note, quand on arrive au début, quand on se donne à fond et on a l'impression que ça ne paye pas? Et comment on peut translater ça dans la vie, la vraie? Ah, bah c'est complètement vrai et c'est ça qui est le plus dur en fait en prépa. C'est-à-dire que au lycée, on peut faire parfois un peu semblant de travailler et de montrer aux professeurs qu'on a travaillé beaucoup, donc on mérite une bonne note. En prépa, c'est bête et méchant. C'est-à-dire que si t'es efficace, tu peux travailler un cours pendant 2 heures, t'arrives à l'examen de la fin de semaine et tu as une très bonne note. Alors que moi, parfois, je travaillais 5-6 heures, je me tuais au travail, sauf qu'en fait, au final, on peut pas bachoter en prépa parce qu'il y a pas, on n'a jamais 2 fois le même exercice, donc il faut comprendre les principes vraiment dans leur profondeur pour être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et ça, on le retrouve énormément dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a un petit peu on va dire en fait, il faut pas tomber dans ce qu'on appelle la startup Hollywood. C'est-à-dire qu'on peut avoir une start-up où on va travailler beaucoup, faire plein de choses, faire plein d'articles, faire plein de télé, faire plein de podcasts d'ailleurs. Mais au final, derrière, sur le produit, sur la gestion de ses clients, on n'est pas ultra efficace. Et quand on n'est pas ultra efficace dans ça, et ben, au final, on va pas avoir les résultats qu'on attend avec la quantité de travail qu'on a mis dans le projet. Et c'est en ça aussi que le Covid a été hyper important et hyper structurant, je pense, pour beaucoup à la fois de personnes qui sont en CDI, en start-up ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, on a enlevé tous ces extras-là du quotidien et on a dit, voilà, aujourd'hui, ton travail, c'est ça. Si tu veux avancer dans ton travail, il faut faire telle tâche. Et c'est vrai, et depuis ce début de cette conversation, on a un peu un mot d'ordre qui est l'efficacité. Et c'est quelque chose c'est vrai que moi, en arrivant en école d'ingénieur, j'avais ce profil justement universitaire et je voyais que ces mecs qui venaient de prépa, ils avaient un truc un peu plus, ils travaillaient plus vite, comprenaient plus vite et ils allaient plus vite dans les exercices, etc. Et même dans la vie de tous les jours. Et des fois, c'était un peu frustrant de se dire, mais comment ils font? On se rend un peu débile. Et en fait, au fur et à mesure, en faisant des projets avec, etc., on se rend compte qu'en fait, c'est des méthodes de travail différentes. Et je pense que c'est des choses qui portent aussi sur toute la durée d'une vie. Quand tu sors de la prépa, tu vas où en école? Moi, j'ai eu les arts et métiers, donc je suis allé aux arts et métiers à Lille, juste après la prépa. Et ça se passe comment de vivre pour la première fois hors de France? Bah, ça se passe très bien, pour le coup, parce que moi, j'étais déjà en internat, donc j'étais un peu déjà parti de chez moi. Et là, je m'étais mis donc en colocation avec un de mes très très bons amis de prépa, avec qui c'est très bien passé. D'ailleurs, je passe un coucou à Laric, on est ensemble. Et voilà, ouais, non, très très bien. Franchement, les arts et métiers, c'est une expérience incroyable. Je regrette pour rien au monde d'avoir choisi cette école. Si c'était à refaire, je le ferais, mais 1000 fois. 1000 fois. Et t'as l'opportunité justement dans cette expérience de pouvoir aller à Texas Tech, je pense. Comment ça se passe justement? Bah là, tu fais un peu en itération, tu fais un peu l'île, c'est à côté, d'accord. Et là, tu traverses l'Atlantique.
tu te retrouves en plein cœur des États-Unis, un peu roots. Comment se passe ton adaptation là-bas et cette expérience que tu as vécue? Bah écoute, mon adaptation là-bas, moi j'y suis resté donc 1 an pour faire un Master of Science. Mon arrivée là-bas se passe très mal. C'est-à-dire que en fait, ouais, je comprends que la part de social chez moi, la part de famille chez moi est une part très importante. Et donc en fait, moi je suis parti vraiment tout seul avec aucun Français dans une université avec 40 000 étudiants. On était dans une petite ville au Texas qui s'appelait Lubbock. Il y avait 200 000 habitants. Ouais. Sur les 200 000, il y en avait 40 000 qui étaient à l'université. Dans cette université, il y avait Ah zéro oui. Français. Et en fait, moi j'avais aucune accroche. Donc bon, il faut se mettre dans le mood, mais vraiment s'adapter de A à Z dans un pays où moi je parlais pas très très bien l'anglais. J'aimais bien faire du foot, j'aimais bien voir mes amis. Donc au début le foot, c'était un peu compliqué de trouver les endroits pour en faire. J'avais pas d'amis. Ouais. Donc l'adaptation se fait un petit peu dans la douleur, mais en même temps c'est ça le but d'une expérience à l'étranger ou d'une expérience en dehors de chez soi, c'est de se dire ok, donc là on enlève tous les piliers qu'on a normalement dans notre vie normale et on regarde qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir de faire. Et demain, si je retourne m'installer dans un autre pays, je saurai que dans un premier temps, il faut que je trouve des amis, un endroit pour faire du sport et que je sois serein financièrement. Si j'ai ces 3 piliers-là, je sais que mon adaptation, elle sera assez rapide. Et c'est hyper important de comprendre en fait, et c'est là où on dit souvent, quand on va à l'étranger, on apprend plus sur soi-même que sur la culture dans laquelle on est, et c'est hyper vrai. C'est-à-dire que on apprend à se connaître nous et à juger ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc premier semestre, ça a été très compliqué. Et après, deuxième semestre, mon niveau en anglais s'est amélioré, donc je me suis fait des relations beaucoup plus facilement. Je me suis intégré un petit peu à leur mode de vie, parce que les Américains ont un mode de vie qui est complètement différent de la France. On va pas boire un verre en fin de journée avec quelqu'un, on va pas inviter des gens à dîner chez soi. Voilà, c'est plutôt des pre-games, des tailgates. Donc voilà, c'est complètement différent. Mais donc deuxième période beaucoup plus cool. J'avais pris des cours un peu moins compliqués qu'au premier semestre. Et donc là, c'était vraiment, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables qui sont aujourd'hui encore mes amis. Donc là, vraiment le American Dream un peu on va dire à la High School Musical ou à la Friday Night Light. Et c'est énorme ce que tu dis parce que je pense pas qu'en France, une université qui accueille 40 000 personnes, ça doit être un truc énorme. Et j'ai vécu un peu une expérience similaire. J'avais fait un stage de recherche, bon, c'est une durée plus courte, de 3 mois, dans l'arrière-pays de Vancouver. Et pareil, mon premier souci, c'était de trouver quelque part où jouer au foot. Et une fois que j'avais trouvé un endroit pour jouer au foot, je savais que je pourrais me faire des amis. Et en fait, construire une vie sociale, quoi. Mais c'était dans un bled, donc là, il y avait juste un Français qui faisait un PhD là-bas, il avait vraiment pas longtemps. Et il fallait se reconstruire. Et c'est vrai que ça nous apprend sur nous-mêmes. Et on se surprend souvent à savoir s'adapter dans des milieux comme ça où on a zéro repère de base, quoi. Et en retour en France, tu finis ton cycle d'ingénieur. Tu commences à t'insérer professionnellement dans la vie active. Comment elle se passe cette phase-là? Alors moi en fait à la fin de mon cycle d'ingénieur, je m'étais pas mal posé la question de savoir si je continuais sur une école de commerce ou pas, parce que j'ai vraiment un profil un petit peu hybride où la mécanique des fluides c'est sympa mais j'allais pas en faire mon métier. C'est même pas sympa du tout, je vais détester cette matière. Mais j'étais plutôt intéressé par les matières un peu, on va dire, annexes aux arts et métiers comme la finance, la compta, l'organisation industrielle, etc. Donc j'avais pas mal hésité à faire un complément HEC. Après bon, entre la prépa plus l'école d'ingénieur, parce que les arts et métiers, ça demande quand même pas mal de boulot. On travaille quand même beaucoup. C'est pas une école d'ingénieur où on attend les partiels pour bosser. Donc je m'étais dit que j'avais eu un peu ma dose. J'avais déjà fait un prêt pour les États-Unis. Donc je me suis dit, je vais acquérir les compétences d'une école de commerce, mais par la pratique. Et donc je suis allé faire un stage de business BM Business Manager chez Excelia.
Et donc là, pour le coup, Ouais. j'étais un petit peu commercial et il fallait que j'aille chercher des missions de conseil, il fallait que je vende les missions de conseil, il fallait que je place des consultants sur les missions de conseil. Donc là, j'ai vraiment un petit peu appris à parler avec un client, comprendre son besoin, échanger avec lui, le relancer, closer des deals pendant 6 mois. Mhm. Ok. C'est hyper intéressant du coup être fondateur parce que c'est aussi la base de quand tu te lances dans une aventure d'entrepreneur parce qu'il faut trouver des clients, faut savoir leur parler et savoir aussi les fidéliser. Et je pense que ça fait une grande différence entre les startups. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences aussi à te dire ça me tenterait d'entreprendre ou ça c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard? Non, j'ai pas eu la fibre entrepreneuriale dès le début. J'ai toujours aimé un petit peu l'idée des projets et j'avais un petit peu des side projects à droite à gauche que je me disais que j'allais lancer plus tard. Mais je voulais d'abord un petit peu Ouais. comprendre vraiment le monde de l'entreprise. C'était un objectif pour moi de me dire, voilà, mes parents ont toujours vécu dans le monde de l'entreprise. Il faut que j'aille voir comment ça se passe. Il faut que j'aille voir ce que c'est que Oui. d'avoir un manager, que de faire un séminaire, que tu vois. Et donc j'avais Oui. vraiment ce besoin-là de comprendre ce qu'ils avaient vécu eux. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de mon stage, j'ai compris que j'allais pas être business manager toute ma vie. Donc, je me suis dit, OK, il va falloir que j'aille de l'autre côté de la barrière, il va falloir que je sois consultant parce que ça va me permettre de tester beaucoup de métiers et beaucoup d'endroits de vie dans un temps très restreint. Et je vais être capable d'être dans des réunions avec des décisionnaires auxquels je n'aurais pas accès si j'étais embauché en interne. Et donc, Oui. je suis rentré dans un cabinet de conseil pendant plus de 2 ans, qui s'appelle SIA Partner. Et là, pour le coup, j'ai mis les mains dans le cambouis de ce qu'on appelle l'automatisation des processus. Et là, j'ai travaillé avec des grands groupes, j'ai vécu à l'étranger, j'ai fait des plus petites missions, j'ai fait des missions de 1 an. Et donc là, j'ai vraiment pu voir un petit peu énormément de choses et tester beaucoup de choses qui me plaisaient ou qui me plaisaient pas. Ouais. Et c'est effectivement, SIA Partners aussi, je connais un peu dans le sens où c'est très exigeant aussi techniquement, donc je pense que ça doit être aussi un endroit où on apprend énormément. Et après, fort de cette expérience, quand je parle souvent à des entrepreneurs, ils disent que une des étapes les plus essentielles, en tout cas, d'une potentielle réussite, c'est son entourage, avec qui on s'associe pour se lancer dans ce vide, en fait. Parce que souvent, quand on est extérieur à ça, on connaît pas trop les ficelles de comment ça marche, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu connais déjà tes associés et comment on commence à construire, à builder, à réfléchir et à exécuter, le projet, que vous avez lancé? À l'époque, je les connais déjà, mes associés d'aujourd'hui, mais c'est plutôt mes compagnons pour faire du foot et boire de l'alcool en soirée que mes compagnons de boulot. Donc, Ouais. on échange un petit peu ensemble. Moi, mon associé avec qui j'ai commencé l'aventure, c'est Maxime Blondel. Lui, il est déjà dans l'entrepreneuriat depuis assez longtemps. Il a fait l'IUT Paris Descartes pendant 2 ans. Ensuite, il a lancé son business. Ensuite, il a travaillé pendant 3 ans avec The Family. Donc lui, il est déjà dans l'écosystème des startups. Et moi, j'échange pas mal avec lui. On a pas mal d'amis en commun, donc on fait des voyages, on échange et il sent que j'ai un intérêt pour l'entrepreneuriat, que je lui pose des questions un petit peu au-delà de qu'est-ce que tu fais en ce moment. Et donc, Ouais. on itère un petit peu ensemble. Et le vrai déclic, ça a été pendant le confinement, où justement, on enlève un petit peu tous les strass et paillettes du monde du conseil, qui Ouais. sont les after-work, les séminaires à 10 millions d'euros à Venise. Ouais. Tu vois, c'est un peu... voilà, on Ouais. enlève tout ça, on dit, voilà, aujourd'hui, tu travailles pour un client et tu fais telle mission. Est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas Est-ce que aujourd'hui tu te vois à la place de ton manager? Est-ce que ça te fait kiffer d'être à la place de ton manager? Moi, la réponse dans ma tête, c'était non. Donc, je me suis dit, soit je change de métier, soit je vais vraiment sur un créneau où, en fait, j'avais envie de retrouver un petit peu l'intensité que j'avais mis pendant ma prépa sur un projet qui me tient à cœur. Donc, en fait, si tu veux, d'un point de vue effort, t'as la prépa qui te puise ton âme d'un point de vue effort. Ensuite, t'as l'école d'ingénieur, les arts, où pour le coup tu relâches bien,
t'es un petit peu en roue libre et tu dis ok c'est bon, Ouais. je savoure ma victoire un peu comme si t'avais gagné les Jeux Olympiques quoi. Tu savoures ta victoire. Après t'as les Ouais. États-Unis où là ça te remet un petit coup, mais bon t'apprends sur toi-même donc c'est pas le même type d'effort. Et après bon j'avais SIA Partners c'était bien passé. J'avais mis un petit peu des coups de collier quand il fallait avec certains clients. Mais là j'avais vraiment envie de me dire ok c'est bon là je suis prêt. J'ai envie de faire des grosses journées. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, de mettre les mains dans le cambouis. Et donc, bah, en fait, le Covid nous a forcé à se recentrer sur nos missions, donc à avoir beaucoup quand même de temps libre. Et donc moi, sur ce temps libre-là, j'ai essayé de le rentabiliser, comme je t'ai dit, un petit peu en approfondissant des sujets, plus en continuant à me former sur tout ce qui est automatisation et no-code, qui sont vraiment les deux pans que j'ai compris plus tard, qui étaient vraiment ma spécialité et ce que j'aimais faire. Et là, en fait, en travaillant là-dessus, j'ai publié un article sur Medium qui explique ce que c'est la RPA, la Robotic Process Automation. Et c'est là que Maxime m'a contacté et il m'a dit « mais en fait, moi j'ai un projet en ce moment sur la robotisation des processus, il faut qu'on s'appelle. » Moi, je suis rentré d'abord sur le projet My Name is Bond, qui est un projet, donc c'est une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. Donc, je suis rentré d'abord sur ce projet-là. On a vu avec Maxime qu'il y avait un vrai fit à la fois humain et professionnel. Ce qui fait qu'après quelques mois de développement de l'agence de My Name is Bond, avec notamment une autre cofondatrice qui s'appelle Marion, après ces quelques mois donc, vraiment de développement de l'agence, avec Maxime, on s'est dit, ok, bah, tu vas continuer My Name is Bond, mais viens avec moi sur The Secret Company en tant que partenaire. Et là, ensemble, on va aller chercher d'autres projets et on va développer d'autres projets. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux entités du coup, My Name is Bond et The Secret Company, et sur comment elles marchent, avant qu'on parle de quelque chose que tu viens de dire qui est très important, qui est ce fit humain aussi. Ouais, carrément. Alors en fait, pour tout comprendre, il faut partir de The Secret Company. The Secret Company, c'est ce qu'on appelle un startup studio. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui accompagne des projets pour qu'ils puissent se développer. Dans les projets qu'on accompagne, il y a deux types de projets. Soit c'est une startup, donc dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un jeu long terme. Donc le but, c'est de développer la startup pour qu'ensuite elle puisse être soit valorisée, soit revendue auprès d'une entreprise. Et on a ce qu'on appelle les agences. Les agences, en fait, sont des entreprises qui ont pour but de délivrer un service et non pas un produit, et qui vont apporter de la valeur à des clients en retour d'une prestation. Globalement, c'est un petit peu faire ce que font des freelances, c'est-à-dire qu'ils vendent leur temps pour une mission, mais de manière un petit peu plus scalable. C'est-à-dire qu'on va être capable de gérer plus de clients et on va être capable de faire grossir l'agence pour aller servir beaucoup plus de personnes. C'est très smart du coup comme idée, je trouve, d'avoir ces choses qu'on crée en fait un écosystème créatif qui booste et qui permet aussi de se diversifier, même si sans se perdre, hein, parce que je vois que vous avez quand même un cadre, et je trouvais ça hyper smart de faire ces trucs, de créer cet écosystème là qui est en symbiose en fait, qui l'un nourrit l'autre. Tu as dit quelque chose de très important, je pense, et que j'entends aussi un peu souvent dans les discours d'entrepreneurs, d'avoir ce fit humain avec les gens avec qui on s'associe. Pourquoi c'est important ce fit humain-là? Parce que quand même, on sait que c'est pas facile d'entreprendre. Il y a beaucoup de moments durs, il y a beaucoup de moments down. Comment ce fit humain-là sert à booster la capacité à être efficace et à être productif? Déjà, je pense que ça dépend de chaque personnalité. Il y a des personnalités qui sont très bonnes pour entreprendre seules, et des personnalités qui ne savent pas entreprendre seules et qui ont besoin d'être avec une équipe. Après, dans le choix de l'équipe, ça dépend encore une fois de la personnalité, mais moi, personnellement, j'ai besoin de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre en place une image simple, c'est est-ce que tu es capable de donner les codes de ta carte bleue à ton cofondateur? Si la réponse c'est oui, c'est que c'est un bon cofondateur pour toi. Si la réponse c'est non, c'est qu'il y a sûrement un problème et qu'il y a sûrement une relation un petit peu de maître à élève. Et en fait, c'est ça qu'il faut éviter dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait
bras de fer entre les cofondateurs. Les cofondateurs doivent avoir chacun leur périmètre d'action. Faut pas qu'il y ait de concours entre eux. Et il faut qu'ils se disent, voilà, j'ai mon périmètre d'action, je le fais. Si tu as besoin d'aide, je peux être ton épaule, mais il faut qu'on avance ensemble dans la même direction. Et ça, c'est hyper important. Et j'ai eu la chance, quand je suis rentré donc, dans le projet My Name is Bond, qui avait un petit peu démarré déjà avec Maxime et Marion, j'ai eu la chance d'avoir un énorme fit humain et professionnel avec Marion, ma cofondatrice. Et donc, ce qui a fait, c'est que moi, je l'avais jamais vu physiquement, Marion. On s'est rencontrés par Meet pendant le confinement. Et en fait, on a développé pendant le confinement My Name is Bond très très bien parce que on avait cette entente-là. Donc ça, c'est hyper important. Et elle, j'ai la chance, c'est qu'en fait, c'est un peu le yin et le yang. C'est que elle, tout ce que j'aime pas faire, elle le fait. Et elle, tout ce qu'elle aime pas faire, moi, j'aime le faire. Donc pour le coup... Il y a une complémentarité. Exactement. Il y a une complémentarité. Demain, Marion, je lui donne les clés de ma maison, je lui donne ma carte bleue, il n'y a aucun souci, quoi. Et tu as aussi évoqué un point important dont j'avais entendu parler, c'est d'avoir chacun son périmètre d'importance, aussi de pouvoir aussi être en symbiose entre la technologie et la partie business, et que chacun n'empiète pas sur l'autre, que chacun ait un emploi du temps qui est similaire, qu'on dise je dois vendre, mais attends, j'ai pas fini de développer, et de définir ce cadre-là, ça va être hyper important. J'aimerais aussi te poser une question qui est plus axée sur toi. Et depuis que tu t'es lancé sur l'entrepreneuriat et que tu as lancé My Name is Bond, tu as rejoint The Secret Company et que tu commences à prendre de l'action et à un peu graduellement avancer, c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise professionnellement et sur toi-même en tant que personne, parce qu'on en a parlé au début de ce que tu as appris quand tu étais parti aux États-Unis. Qu'est-ce que tu apprends aussi sur toi-même dans cette aventure-là? Alors là du coup, il y a deux parties dans ta question. Je pense que la chose que j'ai vraiment appris et que je m'efforce d'appliquer au maximum, c'est que done is better than perfect. C'est-à-dire que faire une action, c'est toujours mieux que de un petit peu la retarder pour qu'elle soit parfaite. Et c'est hyper dur à mettre en place, honnêtement. Par exemple, on va prendre un exemple simple de se dire tiens, j'ai envie de créer une newsletter que je vais envoyer à mes clients. Alors, tu as deux solutions. Soit tu commences par... donc soit tu es dans l'exécution et tu dis ok, je vais créer une newsletter, c'est parti. Je vais sur Gmail, je prends la liste des personnes, je les mets en copie cachée, j'envoie mon premier mail. Ça, c'est la personne qui est ok, il est dans l'exécution. Il verra plus tard quel logiciel il utilise pour la newsletter. Ce qu'il veut, c'est que pour l'instant, il veut que les gens reçoivent les mails. Celui qui prépare, il dit ah non mais attends, je vais faire un benchmark des différents logiciels de newsletter. Ensuite, je vais préparer mes 10 premières newsletters. Une fois que j'aurai préparé mes 10 premières newsletters, je vais les programmer. Ah non mais attends, là je les ai programmées une par mois, finalement je vais faire une par semaine, etc. Donc il va rechanger les textes, les trucs, les machins. Sauf qu'en fait, le temps qu'il fasse ça, celui qui a envoyé ses premiers mails avec Gmail, il est capable de dire ok, j'ai eu 3 personnes qui m'ont répondu. Là j'avais fait une faute d'orthographe, donc il faut que j'améliore mon orthographe. Et donc il est capable d'itérer beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un modèle de pensée qu'il faut vraiment appliquer à tous les pôles de son entreprise. Et c'est quand même assez dur de le faire. Au début, quand on commence un projet, on se rend pas compte de la difficulté de certaines tâches, donc on y va un petit peu tête baissée, et tant mieux, parce que du coup on fait les actions. Après, quand on commence à avoir un peu plus de recul, on se dit ah non mais ça je sais déjà que ça va me prendre 10 heures de travail, donc peut-être que je vais le faire cet été ou à Noël quand ce sera un petit peu plus calme. Donc il faut être capable de se dire ok, faut quand même continuer à y aller, faut quand même continuer à envoyer, et donc faut délivrer. Donc ça c'est pour la première partie, c'est vraiment ce que j'ai vraiment appris de ces dernières années. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de s'organiser et d'être capable d'être franc avec soi-même. Moi, j'ai une personnalité qui est assez anxieuse de base, et donc ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait certaines tâches qui nourrissaient mon anxiété et donc qui ne me rendaient pas productif. Et donc ce que j'ai appris, c'est de vraiment me dire ok, je vais pas tout faire dans l'entreprise, je vais déléguer des choses, quitte à perdre du temps et quitte à investir de l'argent dedans, pour que intellectuellement je sois plus serein et que je sois plus efficace dans ce que moi je sais faire.
c'est capital la capacité à déléguer parce souvent on suppose aussi qu'on le ferait mieux que tout le monde et on finit par se mettre sous l'eau. J'aimerais qu'on parle parce que t'as parlé d'investissement, mais j'aimerais qu'on parle d'argent, de finances personnelles parce que aussi un sujet que plein de gens n'ont pas la chance d'approfondir peut-être de par leur milieu social, etc. ou autre. Qu'est-ce qu'il faut, un principe fondamental, ça pour autant entrer dans des détails intrusifs, que tu t'appliques dans ta gestion de tes finances perso, une leçon que tu penses que pourrait servir à quelqu'un qui vient de commencer son insertion professionnelle, commence à gagner un salaire, pourrait appliquer dans sa vie. Alors moi j'ai une astuce qui plaît beaucoup à mes potes et à chaque fois que je leur en parle, ils l'utilisent aussi. Parce qu'en fait moi j'ai deux banques. J'ai une banque sur laquelle tombe mon salaire et en fait j'ai une autre banque sur laquelle je fais toutes mes dépenses de ma vie. Mais de ma vie, quand je dis ma vie, c'est les restaurants, les soirées. Je mets vraiment que les dépenses, c'est-à-dire de ma vie, mais extra. C'est-à-dire que je mets pas l'assurance de mon scooter, je mets pas mon abonnement Spotify, etc. Tout ce qui va être ma dépense du mois, je le mets de ce côté-là. Et en fait, à chaque fois que je reçois ma paye, je transfère le montant que je souhaite dépenser dans le mois sur cette banque-là. Ce qui fait que je me pose pas de questions, je dépense. Mais dès que je vais faire un autre virement, je vais dire ok, en fait là on est le 20 du mois, je suis en train de me faire un autre virement, ça veut dire qu'il me reste encore 10 jours à tenir et que je suis en train de me donner une rallonge. Et rien que de faire ça, déjà, ça te permet intellectuellement, en voyant le montant, par exemple au 10 du mois, si tu vois qu'il te reste la moitié de ton montant, intellectuellement, sans forcément te mettre trop de barrières sur les dépenses, tu te dis ok, là j'ai déjà dépensé 50% de mon crédit. C'est un petit peu comme ce qu'on avait les crédits de téléphone quand on était plus jeune et qu'on demandait aux gens tu peux me biper s'il te plaît. C'est à peu près la même chose. Et en fait d'utiliser ça c'est hyper simple, surtout que maintenant il y a plein de néobanques comme Revolut, Lydia qui te permettent en plus de pas avoir de frais quand tu payes à l'étranger. J'ai aucune part ni commission dans Lydia, hein. Je fais leur pub parce que j'aime bien. Donc ça c'est la première chose. Et après la deuxième chose c'est que enfin toutes les fins de mois je fais un récap de mes finances. J'utilise un Airtable. D'ailleurs j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Panam Automatise où j'explique tout le Airtable, genre comment je l'ai mis en place, comment je le monitore et qui explique vraiment mon organisation par rapport à mes finances perso. Ouais. Et tu nous enverras le lien, on le mettra en même temps que cet épisode parce que c'est quelque chose d'hyper important où j'ai l'impression que plein de gens se noient, plein de gens perdent beaucoup d'années parce qu'on se dit on assidera plus tard, on fera des économies plus tard, etc. Alors que les années, ok, il faut se faire plaisir, mais quand on commence à travailler aussi, c'est important de commencer à planifier la suite. Et, il faut juste retenir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de petites économies. Et si tu prends un exemple simple, c'est que, imaginons que tu investisses 50 € dans un investissement avec un rendement de 3% annuel. Si tu investis 50 € par mois pendant 20 ans, dans 20 ans, tu auras 2 millions d'euros. Énorme. Et un investissement à 3%, honnêtement, c'est pas compliqué à trouver. On arrive sur le dernier segment de cette discussion. C'est des petites questions rapides. Un peu, on a besoin de la première chose qui te monte à l'esprit. C'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi? Si je dirais Oussama Hamar. Qui aurais-tu aimé rencontrer aujourd'hui en sortant de chez toi? Barack Obama. Et je lui dirais quoi? Je voudrais qu'il me raconte tous les petits secrets qu'il y a de la Maison Blanche. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Drake, direct. Et Nekfeu. Drake et Nekfeu, c'est mes deux. Le Fennec. Et la dernière, 5 personnes avec qui tu aurais aimé partager un dîner pour discuter, apprendre un truc d'anthologie. Alors, j'aimerais bien discuter avec Barack Obama, je l'ai déjà dit, mais je l'aurais bien mis. J'aurais bien aimé discuter avec Lewis Hamilton. Oh oui. Lewis Hamilton, Oprah Winfrey.
j'ai le droit de mettre des morts un petit peu ou pas? Oui, carrément. Ok. Du coup, j'aurais mis aussi Général de Gaulle. Ouais. Et ensuite, je mettrais Drake. Et après, Ouais, je vais pour en la mettre musique. un petit moins connu. Ah non, si, je sais, bien sûr, évidemment, Jamel Debbouze pour mettre de l'ambiance. Ouais, carrément. Et je m'imagine pour ça que j'ai ri. La question que Jamel Debbouze aurait posée au général de Gaulle. Ah, je suis mort. En tout cas, merci d'être venu sur le podcast, de nous avoir raconté ton histoire et tout ce que tu fais. Je trouve que c'est aussi une aventure où tu laisses les choses un peu t'arriver, où à chaque étape tu te rends compte bien de ce que tu apprends sur toi, de manière générale, hein, ce que tu as appris à la prépa, les phases de ce que tu apprends quand tu es à Texas, quand tu te lances là sur l'entrepreneuriat. Je pense que The Secret Company a une énorme vision et je pense que vous l'exécutez bien encore à votre échelle et que je vous envoie toutes mes bonnes énergies pour que ça marche et que vous alliez vraiment loin. Je te remercie encore et je te laisse le mot de la fin. Non, bah écoute, mais déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment. Le mot de la fin, franchement, n'ayez pas peur de l'entrepreneuriat. Essayez-le. Moi, ce que je dis souvent, c'est essayez l'entrepreneuriat avec un side project dans un premier temps, si vous avez peur et que vous voulez garder de l'assurance financière. Et une fois que vous voyez que le side project rattrape votre temps dans la vie de tous les jours, passez le pas et allez-y à fond. Et le faire, c'est mieux d'attendre que ce soit parfait. Done is better than perfect.